Et vous avez en face de vous un spécialiste avec de nombreuses années en fait dans la recherche sur les questions de ville durable. Donc, je pense qu'on a réellement de la matière pour échanger et essayer de co-construire en fait des choses. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ta disponibilité. Voilà. Donc, et à nos amis qui sont en ligne, n'hésitez pas aussi en fait à poser directement sur les canaux vos préoccupations et nous allons en fait essayer de les remonter tout à l'heure en fait à Stéphanie après sa présentation. Merci une fois encore. Merci beaucoup, Médard, pour l'invitation. En effet, comme tu l'as justement souligné, et comme c'est l'objectif d'une keynote, donc discours général, je vais brosser un petit peu le portrait de la réflexion sur la durabilité des villes, la soutenabilité des villes et même la désirabilité des villes, en Afrique en particulier. Et donc, sans doute que ce que je vais dire va pouvoir vous donner des idées pour développer d'autres projets qui peuvent améliorer la désirabilité des villes. Je suis Stéphanie Dos Santos, je suis représentante de l'IRD au Bénin, au Ghana, au Nigeria et au Togo, mais basée à Cotonou. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. C'est un institut de recherche français qui, avec les universités et les instituts de recherche des pays en Afrique, dans certains pays d'Asie et en Amérique du Sud, accompagne le développement de projets de recherche, donc en collaboration, et promeut la recherche scientifique comme un élément important du débat dans les sociétés. Et donc, je vais vous parler de une initiative qu'on a eue à l'IRD pour penser la durabilité des villes, la désirabilité des villes, et qui peut être une expérience inspirante sur comment la recherche scientifique peut permettre de développer des villes plus vivables, plus désirables. Alors, c'est une keynote, hein, donc je suis dans l'obligation, puisque c'est la demande qu'on m'a faite, de revenir sur les principes des villes et des villes en Afrique en particulier. Et donc, vous le savez certainement, les villes dans le monde sont au cœur du développement durable et d'ailleurs, les organisations internationales se sont engagées dans des objectifs à atteindre dans le cadre avant des ODD, Objectifs du développement durable. Donc aujourd'hui et avant, c'était les objectifs du millénaire pour le développement. Bref, ça fait des décennies que la ville est au cœur du développement durable. Et là, dans ces ODD, Objectifs du développement durable, on peut voir que finalement, la ville, donc l'objectif 11 de ces ODD, répond en fait à l'ensemble des autres objectifs du développement durable. Par exemple, la question de l'ODD 1 qui est de réduire à zéro la grande pauvreté, on sait très bien que une des formes de grande pauvreté dans le monde se situe dans les villes. Et puis, on peut faire cet exercice avec l'ensemble des autres ODD. Donc, la ville est vraiment au cœur des réflexions sur le développement durable. Alors, les villes aujourd'hui, on le sait, par les travaux qui sont réalisés sur ces villes dans le monde, ce sont des lieux de transformation technologique, sociale, biologique, culturelle et économique. Bref, ce sont des lieux au cœur du développement. Ce sont des objets et des acteurs de changements globaux dans un contexte de mondialisation. Les villes, donc on les interroge en termes de durabilité. L'idée, c'est de prendre en compte la transversalité et des problématiques multiples et parfois antagonistes. Et c'est cela qu'on appelle des nexus. Je vous donne un seul exemple. On parle de villes vertes, donc développer les espaces verts, les espaces humides dans les villes. Or, on sait très bien que dans la zone intertropicale, développer des espaces verts, des espaces humides, ça engendre des problématiques de santé en termes de, par exemple, développement de pathogènes
du type qu'on connaît bien ici, les moustiques. Et donc, vouloir rendre une ville plus verte, ça peut avoir des conséquences positives en termes de durabilité, mais aussi négatives en termes de santé. Donc, c'est ce qu'on appelle les nexus. Et les villes, encore une fois, sont au cœur de ces nexus. Les villes, ce sont donc des modes de production différents, de consommation de biens communs, que ce soit le sol, l'eau, l'air, la biodiversité, la santé. Les villes, ce sont aussi des fonctionnements qu'on espère harmonieux dans un milieu extrêmement hétérogène et intrinsèquement anthropisé. En effet, la ville n'existe que parce que les humains ont décidé de faire des constructions. Ces villes, donc ces contextes, sont aujourd'hui densément peuplés, voire extrêmement densément peuplés, et ils sont ouverts sur le monde, et notamment lorsqu'ils sont, ces contextes, donc lorsque ces villes sont côtières, et là elles sont extrêmement ouvertes sur le monde, avec des enjeux particuliers liés à cette ouverture au monde. Des enjeux qu'on appellerait durables, qu'on appellerait je trouve pas mon terme, pas positif, mais dans le sens du bien commun, mais aussi avec des enjeux moins positifs, on va dire. Et donc les villes, ce sont aussi des densités humaines, des activités, des besoins élevés qui sont amplifiés par des interactions et des effets systémiques et des incertitudes. Et là, je vais revenir un peu plus particulièrement sur ces éléments. Donc la ville, on peut la penser comme un socio-écosystème. Et penser la ville et l'environnement urbain comme un socio-écosystème, ça signifie de prendre en compte son métabolisme. Et donc au sein de ces contextes socio-politiques extrêmement divers, dans lesquels il y a des questions foncières, des questions d'organisation, des questions d'aménagement, sont centrales. Les villes, c'est donc des environnements où les dynamiques globales s'intensifient aujourd'hui. À la fois des lieux d'échange, d'activité, de fonctions, d'intérêts et de besoins multiples, mais aussi des espaces qui produisent des menaces, des pollutions, des insatisfactions, des conflits. Et donc c'est toute cette complexité, à la fois comme des environnements produisant des effets qui génèrent de la durabilité pour les systèmes humains et le système global en général, mais aussi des systèmes qui peuvent être beaucoup moins vertueux pour le développement futur. Cette complexité a de multiples problématiques. D'abord, on observe de très fortes inégalités. Ce sont des espaces naturellement, mais là je mets des guillemets puisque la ville n'a plus beaucoup d'espaces naturels, mais en tout cas ce sont des espaces vulnérables et notamment face à des événements extraordinaires. On pense par exemple aux événements hydroclimatiques extrêmes que certaines villes subissent de plus en plus souvent. Ce sont aussi donc des laboratoires où se développent de nouvelles réponses. Et on l'a vu ce matin avec des idées innovantes, celles que vous avez proposées. Ce sont donc des constellations spatiales de l'addition de ressources, d'innovation et de redistribution. On l'a vu ce matin, c'en était de très beaux exemples. Donc les villes, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à la fois des lieux d'exposition de vulnérabilité et de résilience, mais aussi des sources d'innovation, d'expérimentation sociale et technologique. Alors, là, j'ai dressé un portrait assez général des villes dans le monde. Si on regarde un petit peu plus précisément les spécificités des villes en Afrique. Donc, les villes en Afrique, il y a une caractéristique vraiment très originale par rapport au reste du monde, c'est la croissance démographique et spatiale sans précédent que les villes en Afrique et en particulier au sud du Sahara connaissent. Vraiment, dans l'histoire de l'humanité,
ces croissances démographiques et spatiales sont sans précédent dans leur rapidité, dans leur volume, donc dans les deux événements. Globalement, pour resituer ce que je dis, à l'échelle mondiale, la population urbaine devrait augmenter de plus de 2/3 d'ici à 2050. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau mondial global, une augmentation de plus de 2/3. Mais 90%, ce qu'il faut retenir, c'est que 90% de cette augmentation sera dans les villes asiatiques, mais surtout africaines. Là, je projette les tendances des taux d'urbanisation moyens dans les grandes régions du monde. Et entre 1950 et des estimations jusqu'à 2050. Et on voit bien, avec la courbe bleue, qui représente les taux d'urbanisation et leur évolution en Afrique subsaharienne, on voit bien à quel point ces taux d'urbanisation, comparés à l'ensemble du monde, sont très particuliers et se détachent. Au début de l'observation ici présentée, il y a eu des taux d'urbanisation extrêmement importants sur la période 1950, disons jusque dans les années 1990. Ensuite, il y a eu une augmentation supérieure dans les pays asiatiques de ces taux d'urbanisation, mais ensuite très vite, depuis les années 2010, on observe à nouveau que les taux d'urbanisation en Afrique subsaharienne, sont parmi les plus importants au monde. Et donc ça veut dire quoi? Ça, c'est des chiffres, mais concrètement, comment ça se traduit? Donc, encore quelques chiffres. Donc, la croissance urbaine en Afrique sera la plus rapide d'ici les années 2050. On pense qu'un triplement de la population urbaine en Afrique va se produire d'ici à 2050. Un triplement. Imaginez Cotonou d'ici à 2050, avec un triplement de la population. Imaginez la circulation. Imaginez tout ce qu'on a déjà évoqué déjà ce matin comme des enjeux. Alors, donc, une croissance déjà particulièrement élevée, donc un enjeu énorme d'aménagement du territoire. Mais une autre caractéristique de la croissance urbaine en Afrique au sud du Sahara, c'est qu'elle se concentre dans des grands sites, dans des métropoles. Donc on parle de métropolisation. Donc il y a une domination des métropoles nationales. Ces métropoles nationales, elles sont très hétérogènes à l'intérieur de ces métropoles, mais elles sont très hétérogènes entre elles. D'un point de vue social, économique, environnemental, sanitaire, etc. Et donc, elles concentrent, pour un même pays, pour un même territoire, elles concentrent plus qu'ailleurs les crises, les combinaisons de crises de toute origine. Violence, guerre, attentats, maladies tropicales, qui s'ajoutent à d'autres épidémies ou d'autres pollutions et d'autres événements, comme des événements extrêmes du type catastrophe dite naturelle. Donc vous voyez bien que on observe et on va observer une extrême grande croissance urbaine, mais en plus avec des enjeux très spécifiques à l'intérieur de ces espaces urbains. Une autre caractéristique, c'est que la concentration de ces grands centres métropolitains se fait sur les côtes. Et les villes côtières sont encore plus vulnérables que les villes non côtières, du fait des caractéristiques des côtes et des enjeux globaux liés aux côtes. Et notamment, on pense à l'érosion côtière, mais pas seulement. Et enfin,
Une autre très grande caractéristique et spécificité des croissances urbaines, je dis des croissances urbaines parce que vous avez compris que chaque pays a sa propre dynamique de croissance urbaine. Donc une autre dernière très grande caractéristique et spécificité des croissances urbaines au sud du Sahara, c'est qu'elles se concentrent dans des milieux informels. Et donc, elles se caractérisent par une informalité de la croissance urbaine. Pour donner quelques chiffres, pour comparer, dans le monde, on imagine que un quart de la population vit dans des quartiers informels. Ça, c'est dans le monde. Dans les pays en développement, ou les pays des Suds, comme on appelle aujourd'hui, c'est 1/3 des citadins qui habitent dans des quartiers informels. Mais en Afrique subsaharienne, la dernière estimation de ONU Habitat estime que 62% des citadins des villes au sud du Sahara habitent dans des quartiers informels. Et parfois, dans certaines villes, ça peut atteindre 80% des habitants d'une ville qui habitent dans des quartiers informels, et notamment à Nairobi, par exemple. Donc, vous voyez bien que on assiste à une augmentation rapide de la croissance urbaine, on assiste à un développement de grands centres urbains, et dans ces grands centres urbains, on assiste à un développement de la croissance urbaine informelle. Informelle, vous connaissez toutes et tous ce que cela signifie. Ce sont des quartiers, des communes parfois, qui n'ont pas développé de système d'eau, d'assainissement, d'électricité, et qui n'ont pas sécurisé les habitants et les habitantes dans leur lieu d'habitat, c'est-à-dire avec les systèmes fonciers officiels, formels. Donc, vous voyez bien que les villes au sud du Sahara concentrent des enjeux très importants. Et donc, je tenais à vous les souligner pour que vous développiez des idées par rapport à ce contexte spécifique des villes au sud du Sahara. Alors, j'ai déjà 16 minutes, donc je vais prendre encore un petit peu de temps pour vous présenter cette initiative que l'on porte toujours à l'IRD, avec la question qui était de comprendre et surtout de réfléchir avant d'agir, comment prendre en compte cette complexité pour agir au mieux. Avec 3 points de philosophie essentiels que l'on porte de manière générale à l'IRD et qui se résument en nouer des nouveaux liens. D'abord, travailler à l'équité entre les... Moi, je suis chercheur, je représente un institut de recherche, donc évidemment, mon premier point porte sur les académiques. C'est normal, c'est mon tropisme. Donc, travailler à l'équité académique entre les Nords et les Suds. C'est très important. Deuxièmement, développer des dialogues féconds entre la science et la société. Et enfin, renforcer la place de la science dans l'action, dans la réflexion, dans l'action, donc dans la décision. Donc voilà ce qui porte ce que l'IRD a créé qui s'appelle des communautés de savoir. Alors, ça s'appelle COSAV, en résumé, communauté de savoir. Il y en a 9 à l'IRD qui portent sur les 9 défis scientifiques portés par l'IRD sur le climat, la biodiversité, sur les terres et les sols, sur les littoraux, sur le système alimentaire mondial durable, sur les migrations, sur les géoressources, sur, je ne vais pas en oublier, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a une communauté de savoir sur les villes durables au sud. Et l'objectif de cette communauté de savoir sur les villes durables, l'intention derrière, avant l'objectif, c'est de fédérer pour coporter les enjeux des villes des Suds, et notamment les enjeux des villes au sud du Sahara.
Donc l'idée, c'est de promouvoir les recherches au sud qui interrogent l'habitabilité, la désirabilité. Un jour, on pourra discuter de cette notion de développement durable, de ville durable, en quoi finalement cette notion doit être dépassée pour penser autrement l'espace de vie que l'on partage. Donc ils interrogent l'habitabilité des villes en analysant les socio-écosystèmes urbains dans leur complexité et en tenant compte de la diversité des situations dans les Suds. Alors, il y a 3 grands pôles pour réaliser cette ouverture d'espace de dialogue, de réflexion et d'action. Il y a d'abord fédérer, donc organiser des événements qui fédèrent la communauté de savoir, co-construire et comprendre, donc une fois qu'on est réunis et qu'on est fédérés, permettre la réflexion et donc d'ouvrir des espaces de réflexion, d'échange pour l'action, et enfin coporter dans des grands événements, notamment internationaux, mais aussi des événements plus locaux. Alors aujourd'hui, la communauté de savoir est dirigée par une équipe d'animation de 31 personnes, dont je fais partie. Et il y a encore de cela 6 mois, donc avant que j'arrive au Bénin pour représenter l'IRD, j'étais conseillère scientifique ville durable auprès de la présidence de l'IRD. Et donc j'avais en charge notamment l'animation de cette communauté de savoir. Et donc aujourd'hui, l'équipe d'animation, c'est 31 personnes. Les membres de la communauté de savoir sur les villes durables, nous sommes presque, allez, soyons objectifs, presque à 500 inscrits dans une liste de diffusion que je vous invite à rejoindre pour avoir des idées justement sur finalement des fronts de science et donc des fronts d'innovation sur ces questions d'habitabilité des villes. Et donc, alors répartis très rapidement, vous voyez que la moitié sont issus de l'IRD, mais l'autre moitié ne sont pas de l'IRD. Donc ça, c'est important de le préciser. Et puis avec des diversités de profils, certes une majorité de chercheurs, mais aussi vous voyez que 13% ne sont pas des chercheurs. Et donc petit à petit, notre objectif, c'est d'ouvrir pour vraiment ouvrir un espace de dialogue science-société. Donc aujourd'hui, il y a 460 inscrits sur cette liste de diffusion, mais il y a 274 membres que j'appelle plus actifs ou actives qui ont renseigné un profil sur un wiki. Je ne sais pas si vous connaissez les wikis, mais ce sont des espaces plus facile à gérer pour des non-informaticiens. Moi, je ne suis pas informaticienne et j'arrive à gérer le wiki de la communauté de savoir vie durable. Et c'est un site internet, mais qui est bien plus facile à gérer quand on n'est pas informaticienne comme moi. Et donc, ce wiki de la communauté de savoir vie durable recense 274 personnes qui ont développé un profil et qui permettent à distance cette mise en réseau. Et alors une petite illustration de la répartition dans le monde de ces 260 et quelques, je ne me rappelle plus du dernier chiffre, membres qui ont renseigné un profil. Vous voyez bien que, en fait, il n'y a pas que des gens de l'IRD et pas que des gens du Nord, mais vous voyez bien que il y a une grande majorité des membres qui sont issus et qui sont résidents et qui sont en Afrique subsaharienne. Alors, il y a une diversité de thématiques qui nous intéressent. Et vous voyez qu'en premier, il y a la question de la santé environnementale, qu'on a abordé déjà ce matin, et des questions de vulnérabilité, de gouvernance, de politique, d'écologie, etc., etc. Alors, l'objectif de ce genre d'espace est de créer donc des espaces de médiation scientifique. La médiation scientifique, c'est comment la recherche scientifique
permet de susciter des débats, de susciter des partages de réflexion, de susciter de l'action. Comment la recherche scientifique est moteur et donc médiateur entre le citoyen, la citoyenne et le politique, entre différents espaces dans la société et de faciliter les échanges entre les différents espaces de la société par la recherche scientifique. Pourquoi? Parce que, et on a vraiment beaucoup d'expériences dans ce domaine, d'ateliers multi-acteurs, où l'on voit qu'en fait, la recherche scientifique, par sa neutralité, permet de réduire les conflits entre les différents acteurs d'une ville, par exemple, et de faciliter, avec des outils d'intelligence collective, de faciliter les dialogues entre différents acteurs qui parfois se croisent, mais ne s'assoient pas véritablement pour entamer un dialogue fécond. Donc, on a des webinaires scientifiques multi-acteurs qui permettent ces échanges à distance. On a aussi des projets de médiation scientifique en tant que tel, et un des très beaux projets qui a été développé, c'est le projet Hip-Hop Ville Durable, et je vous invite avec vos smartphones à aller voir ces vidéos de jeunes qui ont été formés à la captation avec un smartphone pour enregistrer, pour enquêter, pour faire remonter des expériences de population sur différents enjeux de la ville durable, en Afrique en particulier, mais dans le monde également. Et on a un outil en particulier que sont les écoles thématiques qui permettent de ouvrir des espaces vraiment internationaux, mais en présentiel, durant une semaine. Et là, celle de Dakar vient de se terminer hier. Et donc, des espaces qui permettent des dialogues sciences-société sur des thématiques particulières. Là, à Dakar, la thématique, c'était la ville nouvelle. En quoi la ville nouvelle présente des enjeux, et notamment pour ceux qui connaissent Diamniadio. Donc, en quoi cette construction de ville nouvelle dans les espaces urbains en Afrique, au sud du Sahara, constitue des enjeux, et notamment des nexus, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, si vous vous souvenez, l'idée, c'était de coporter ensemble. Et comment on comporte? On comporte dans des activités internationales. Donc, on est aussi présent dans des grands forums internationaux. Et donc, cette manière de procéder, et cette expérimentation, en fait, de nouveaux espaces de dialogue, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en fait, les différents acteurs d'une ville, quels qu'ils soient, se croisent, se connaissent, mais bien souvent ne prennent pas le temps de vraiment échanger sur les enjeux et sur la manière d'y répondre. Bien souvent, on est invité à des séminaires, on est assis, on écoute quelqu'un, et puis peut-être à la pause café, on échange un petit peu quelques cartes de visite, mais quand chacune est retournée dans son bureau, d'autres activités nous entraînent, et le vrai dialogue qui fera que ensemble, entre différents acteurs, on pourra vraiment agir de manière raisonnée sur cette complexité que constituent les contextes urbains. Ces espaces-là sont extrêmement rares, et donc, dans les communautés de savoir en général, mais celles sur la vie durable en particulier, nous ouvrons ces espaces de dialogue entre sciences et société. Et c'est une première étape pour ensuite agir de manière concrète, de manière très concrète. Et pour vous donner un exemple, quand je vous écoutais ce matin, toutes et tous, à chaque fois, bon, moi je suis démographe, hein, donc j'ai la question des données toujours en tête, et donc les applications en tant que telles, en théorie, étaient extrêmement intéressantes, mais à chaque fois je me demandais quelle est la pertinence et la qualité des données utilisées dans ces applications. Si on développe l'application la plus merveilleuse, mais que derrière les données fournies ne sont pas
fiable, à quoi sert de développer une application si c'est pour fournir une information qui n'est pas réelle en fait. Donc tout à l'heure ça a été évoqué par le jury. Quelles sont les données? Mais je pense et ça a été évoqué sur certaines présentations, sur certains projets. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut interroger. Et pour ça, quand on est développeur et qu'on n'a pas l'idée de ce qu'est une donnée pertinente, une donnée fiable, eh bien, en recherche, on est formé à la donnée, on est formé à la réflexion sur la donnée. Donc, vous voyez, ces espaces de dialogue entre telle compétence et telle autre, eh bien, il faut les créer. Et comment les créer? Eh bien, en créant, par exemple, des communautés de savoir. Je vous invite donc à vous inscrire dans la communauté de savoir sur les villes durables en écrivant à cette adresse et on vous donnera toutes les informations nécessaires. Je vous remercie de votre attention. Finalement, j'ai été un petit peu plus longue que prévu, mais j'espère qu'on me pardonnera. Merci à vous, toutes et tous, pour votre attention. Merci beaucoup d'ovationner. Ouais, tu as été effectivement un peu plus longue, mais plus intéressante, puisqu'on avait du mal, en fait, à t'entendre et à t'écouter, voir tout ce que tu disais de bon et de beau. Je pense que ce que tu dis, je ne vais pas peut-être être le premier à te poser des questions ou à intervenir là-dessus, mais je pense que ça reste, en fait, très important, surtout pour le réseau des Fab Labs. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Bénin, nous, on a pu faire dans le passé avec l'IED des projets vraiment extraordinaires, avec de la donnée qu'on a collectée pour les mettre à disposition vraiment de qui de droit, pour que derrière, on puisse les utiliser pour proposer, ou pour faire des propositions, en tout cas, pertinentes qui participeront justement de la durabilité des villes. Et donc, je vais ouvrir le débat. Tu as des questions, voilà. Donc, le Sénégal. Modou, je te passe le micro. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Modou Ngom, je suis le cofondateur de Senfab Lab à Dakar au Sénégal. Donc, merci d'abord pour la présentation, c'est vraiment clair et c'est bénéfique. Vous avez souligné des sujets super importants. Donc, je disais juste comme exemple, bon, vous l'avez bien dit, hein, fédérer, co-construire. Fédérer, co-construire. Fédérer avec qui? Co-construire avec qui? Parce que moi, j'ai vu l'exemple de Blolab, exemple ici, bon, du Bénin, quoi, URD au Bénin, qui ont beaucoup travaillé avec le Blolab. Mais exemple, à Dakar, nous n'avons pas cette occasion. Et comme vous l'avez bien dit aussi, bon, pendant les événements, on partage des cartes de visite, bien sûr, et des adresses mail. Mais pour la suite, nous aussi, on a tenté ça avec URD de Dakar. Malheureusement, il n'y avait pas de suite. Donc, vraiment, j'ai répondu sur ça pour dire que vous avez vraiment touché le point là où ça fait mal. Donc, il reste maintenant à trouver des solutions dessus. Donc, en tout cas, nous, cela nous intéresse beaucoup de pouvoir travailler avec URD. On a eu à participer dans l'un de leurs organisations, bon, invité par Marion de Kër-Thiossane, c'est un espace culturel, qui nous avait fait l'honneur de nous inviter. Bon, mais malheureusement, par la suite, on a su aussi qu'ils ont un projet de Fab Lab. Donc, moi, ma question est que si toutes les structures qui ont censé travailler avec les Fab Labs ont leur Fab Lab, un espace dans leur structure, après, est-ce que le besoin se fera sentir? Et après, qu'est-ce qu'on pourra faire concrètement? Je ne sais pas si c'est clair, mais vraiment, c'est là où je voulais souligner pour avoir maintenant votre avis là-dessus. Merci. Merci pour l'intervention. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, fédérer. Fédérer qui? Alors, on est 8 milliards d'individus. Et donc, évidemment, l'IRD ne peut pas fédérer 8 milliards d'individus. Donc, il y a des objectifs qui sont assez clairs pour ces communautés de savoir en particulier, qui est vraiment de fédérer les acteurs qui veulent s'impliquer dans différentes thématiques, et notamment ici, ville durable. Alors, par rapport au Fab Lab, en effet, ça c'est chaque représentant. Alors, j'ai l'impression que je vais botter en touche, donc je suis un peu embêtée parce que j'aime pas faire ça. Mais chaque représentation a sa propre politique de soutien. Il faut savoir que en tant qu'institut de recherche internationaux, on est extrêmement sollicité de toutes parts
Et donc, on est obligé de faire des choix parce que les ressources ne sont pas illimitées. Et donc, bon, je ne saurais dire pourquoi on ne vous a pas répondu, mais il faut savoir que les représentants, les représentantes changent régulièrement. Donc, il ne faut pas hésiter à renvoyer un message et peut-être que votre message touchera davantage cette nouvelle personne qui a pris la tête de la représentante. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait. Et surtout, la meilleure porte d'entrée, c'est d'arriver avec d'autres chercheurs. Puisque, évidemment, on est un institut de recherche pour le développement. Certes, un des objectifs est la médiation scientifique, mais notre premier cœur de métier, c'est la recherche scientifique. Donc, je vous invite toutes et tous à aller sur le site internet de l'IRD, voir quelles sont les équipes avec lesquelles vous pourriez travailler, prendre contact avec ces équipes et ensuite, avec ces équipes IRD et partenaires, aller voir les représentants. C'est plutôt la méthodologie que je vous conseillerais, mais sur votre cas présent, bon, je ne peux pas apporter d'éléments plus précis. Bonjour chers tous, je remercie la madame pour sa présentation. Je suis Daniela Acugnon, géomaticienne de formation. Je voudrais demander pour la communauté, est-ce que ce sont juste les professionnels et les institutions ou bien c'est dédié aux jeunes et aux étudiants aussi? À toute personne intéressée par rejoindre cette communauté et apporter sa contribution à la réflexion et on l'espère pour l'action. Donc à toute personne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, bonjour. Thomas Merle, je suis vigneron et je m'intéresse beaucoup aux questions des communs, donc qui est le commun des savoirs. On est vraiment dedans. Je me demandais si votre système de commun des savoirs pouvait aussi agir un peu comme une forme de comité de lecture quand un chercheur ou peut-être même un urbaniste qui a en charge quelque chose en développement dans une ville, Dieu sait où, et produit quelque chose qui ressemblerait vaguement à un article, en tout cas un projet, est-ce qu'il pourrait utiliser cette communauté pour le soumettre et avoir un retour comme un comité de lecture? Alors, c'est pas notre objectif premier, sinon on aurait vraiment beaucoup de travail. Voilà. Et les ressources en temps sont limitées parce qu'on est aussi chercheurs et on a nos propres objectifs de recherche en général. Mais pour vous répondre de manière plus ouverte, je dirais que encore une fois, si vous arrivez avec des équipes IRD et partenaires à proposer, par exemple, on a des webinaires qui se veulent multi-acteurs. Et donc, si vous avez une proposition de webinaire à faire sur un thème qui peut porter notamment sur votre projet ou votre article, et donc là, vous aurez des retours sur, voilà, c'est des espaces d'échange, donc vous aurez des retours. Donc ça peut par exemple prendre cette forme-là. Mais en effet, on n'a pas les ressources humaines et de temps suffisantes pour répondre à ce genre de demande. Ok, merci. Donc Doji Onu, nouveau président du RIFAO, j'ai pris en fonction récemment. Je vais repartir un peu dans le sens de Modou alors nous on a un réseau, on est sur 8 pays et on sait que dans chaque pays où il y a un membre, il y a forcément une représentation de l'IRD. Moi c'est de savoir un peu, vous avez donné quelques astuces, mais en tant que réseau, comment on pourrait justement faire un partenariat avec l'IRD? Je sais pas quelle serait la forme pour pouvoir être force de proposition et permettre de en fait faciliter l'accès ou bien le contact avec les différents représentations localement. Et ça c'est un premier point. Et le second point, en termes de projet,
vu ce que vous avez présenté, les différents projets, que pensez-vous en fait de la place des Fab Labs? Justement, on a cette collaboration-là pour la mise en œuvre ou bien la mise en œuvre, la recherche, la participation, la collaboration entre les différentes entités. Donc, quel est votre retour là-dessus? Oui. Merci. Merci. Donc à l'IRD, donc au siège à Marseille, il y a une direction de l'innovation. Et je pense que là, je vous réponds comme ça en réfléchissant avec vous. Hein. Là, on est en train d'échanger entre nous, hein. Même si je ne sais pas qui est connecté à distance. Mais cette direction de l'innovation, je pense que ça serait peut-être la première porte pour engager une réflexion sur comment, dans les représentations, on pourrait mieux appuyer l'ensemble de ces dispositifs d'innovation dont les Fab Labs. Et donc, si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai le contact du directeur de l'innovation à l'IRD. Et donc, peut-être que ça serait une porte intéressante pour ensuite qu'on réfléchisse entre représentations, comment on peut intégrer. Et ça se fait encore une fois de manière très ponctuelle, aussi par des projets qui sont coportés avec des chercheurs de l'IRD et leurs partenaires, et donc des projets innovants comme ça comme à Cotonou, il y en a un certain nombre. Enfin, c'est vrai que j'ai pas en tête l'ensemble des projets qui sont coportés entre chercheurs et non chercheurs dans cette philosophie-là, mais il y en a vraiment beaucoup parce que pour qu'un institut ait un département innovation et également un concours des trophées de l'innovation. Donc c'est vraiment un point très important pour l'IRD de développer ce genre de collaboration et de soutenir ce genre de collaboration innovante. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah oui, et comment moi, personnellement, moi je pense que c'est en effet très important de collaborer déjà sur cette question des données. Moi, vraiment, ça, c'est l'une de mes premières pensées quand je vois n'importe quel projet ou je pense tout de suite, est-ce que la donnée est fiable? Parce que on a beau développer un très beau projet, si la donnée n'est pas fiable, elle va reposer en fait sur quoi? Sur quel résultat? Donc là, la recherche scientifique est vraiment importante et vraiment pertinente pour réfléchir sur la donnée. Et d'ailleurs avec sa connaissance aussi de l'ensemble des bases de données disponibles et leur qualité et leurs défauts. Donc vraiment sur cette question de la donnée, mais également aussi sur le fait que évidemment quand on développe des projets de recherche, bien tout chercheur a envie et le désir que ces résultats soient efficaces, soient transformés dans l'action. Et donc évidemment collaborer avec des Fab Labs, c'est des lieux qui sont vraiment pertinents pour ça. Donc évidemment, c'est important. Alors là, j'imagine que lundi, tous ceux qui sont à Cotonou vont débarquer à la représentation. Bon, c'est une petite plaisanterie. Bonjour Madame Honoré. Hugo Bin, je viens ici représenter mon association, le CC Lab, qui est dans les communs. Donc j'ai vu que monsieur s'intéressait aux communs et j'ai beaucoup poussé les communs dans les tables rondes, mais également le réseau français des Fab Labs. On est à peu près 200 Fab Labs et on fait depuis avant même l'existence du réseau des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest des projets avec les premiers Fab Labs qui existaient en France et les Fab Labs du continent. En 2021-2022, en France, l'Association pour le développement de la maîtrise de l'énergie a lancé un premier appel à commun. Et là, on a monté un front commun dans lequel on a eu l'Association internationale des maires francophones, le réseau des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest que représente Dodgy, le réseau des Fab Labs français. Et avec mon association, on a lancé un appel pour documenter, sous la même licence que Wikipédia, à la fois des solutions conformes aux objectifs de développement durable et à ceux de l'ADEME, et la documentation d'ateliers pour entraîner des scolaires, des populations, des jauges. Et pour la première fois sur la planète, on en a documenté 1000 pages sur un an, en impliquant 1000 habitants de 14 pays de la zone subsaharienne. Je ne pense pas que l'IRD connaisse ce projet, même si je suis venu à Cotonou, notamment grâce au projet de Nicolas Mario, relayé par Martin Louzivit, qui a été présenté hier. Donc, ma question, c'est que ce que personne ne sait, c'est que une fois qu'on a réalisé ce projet avec succès au cours de 12 mois, on a eu également, du fait de notre budget, on n'a pas pu mettre en place au terrain et financer dans notre règle, avec un contrat de commun inédit,
environ 120 ateliers sur 14 pays. Il se peut qu'une partie de ces 120 ateliers qui sont indexés dans des thématiques de développement durable matchent avec des équipes de recherche de l'IRD. Serait-il possible d'envisager une visio ou un webinaire de partage sur lequel je puisse préparer une analyse de ce capital extraordinaire afin qu'on puisse rebondir ensemble parce que nous, on a pu impliquer vraiment de très nombreuses personnes, aussi bien sur du low-tech, par exemple fabrication de farine de sevrage pour bébés, que sur du high-tech, comme faire du data de qualité environnementale maîtrisé par des scientifiques sur des villes. Voilà ma question, merci. Oui, absolument. Les webinaires dont j'ai parlé, qu'on appelle les co-savez-vous, sont spécifiques à chacune des communautés de savoir, mais il peut y avoir des webinaires inter-COSAV. Donc là, je pense que ça serait tout à fait opportun de venir présenter ce genre d'initiative qui me semble vraiment très importante, à la fois qualitativement, mais aussi quantitativement. Donc, vous allez m'écrire et puis ensuite, je vous mets en contact avec l'ensemble des autres communautés de savoir. Bien sûr. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, peut-être pour conclure. Écoutez, le mot de fin, c'est que pour construire la ville de demain, la ville que l'on désirerait, déjà, il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on désirait pour notre ville. Et ensuite, il faut se mettre ensemble. Donc là, évidemment, le commun, et tous et toutes ensemble, c'est-à-dire de la population, des enfants, je suis ravie que les enfants soient là, à la personne qui décide au plus haut niveau. Donc voilà, ça serait juste un appel à être ensemble et à faire commun. Merci beaucoup. Je dois vous prier donc d'ovationner très fortement Stéphanie pour cet échange, surtout pour ta disponibilité, Stéphanie. Merci beaucoup et merci à la représentation. Je pense que le travail va continuer et j'espère que en fait dans les semaines, les mois et les années à venir, on construira encore de très belles choses. Merci encore. Merci beaucoup.